Merci de rester fidèle à leur thème. Il est 13h à Yorosso, même heure à Manina, dans la région de Sang. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mal-Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le général Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, s'est rendu successivement au Conseil économique, social, environnemental et culturel, au Haut Conseil des collectivités, à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. Sa démarche vise à expliquer au président des institutions le contenu de la lettre de cadrage du gouvernement et solliciter leur accompagnement. Les détails dès le début de ce journal. Le budget pour l'année 2025 chiffre en prévision de recettes à plus de 2648 milliards de francs CFA contre une prévision de dépenses de plus de 3229 milliards de francs CFA, soit un déficit de 3,5%. Le budget prend en compte plusieurs programmes des ministères, institutions et organismes assimilés, entre autres. Alors, Matina reviendra sur la session ordinaire d'octobre qui a pris fin ce jeudi avec l'adoption de la loi finance de l'exercice 2025. Journée internationale des migrants, c'est l'université de Ségou qui était à l'honneur pour cette célébration. Dans la dite université, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et son collègue de l'enseignement supérieur ont animé hier vendredi une conférence sur le thème enjeux actuels de la migration. Du sport lancera la question en fin régionale. Famou Djouté nous parlera surtout du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Chan. Le Mali joue demain en Mauritanie. Voilà pour les titres. Je le disais, la prise de contact du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, se poursuit. Il s'est rendu successivement au Conseil économique, social, environnemental et culturel, au Haut Conseil des collectivités, à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. La démarche vise à expliquer au président de ces institutions le contenu de la lettre de cadrage du président du gouvernement, j'allais dire, et solliciter leur accompagnement. L'union sacrée, comme le souhaite le président de la transition, sera le socle du Malikoura. Reportage, Mamari Kone. Les institutions de la République travaillent en intelligence pour faire face aux défis auxquels est confronté notre pays. Le Premier ministre rencontre les présidents des institutions de la République, général des divisions Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous demandez très humblement de nous accompagner dans l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés et surtout de considérer cette lettre de cadrage comme étant également la vôtre. C'est-à-dire qu'en droit constitutionnel, on nous a appris la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas divisés. Impossible que le gouvernement seul puisse atteindre tous ces objectifs. Creuser des forces vives de la nation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est la première institution de la République à recevoir le Premier ministre et chef du gouvernement. Cette visite est perçue ici comme un témoignage de l'engagement du Premier ministre à œuvrer dans un esprit de concertation et de dialogue inclusif. Cela en partenariat avec toutes les institutions de la République. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Face aux enjeux multiples que connaît notre pays, qu'ils soient d'ordre économique, social, environnemental ou culturel, notre institution demeure disponible pour apporter des contributions positives. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a été ensuite reçu au Haut Conseil des collectivités. Mamadou Satiki Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Nous nous sentons directement liés à vous dans la mise à place, en tout cas dans la réalisation des objectifs, des axes posés. Notre partition en ce qui concerne tous les points qui concerneraient notre institution. Le général de division Abdoulaye Maïga s'est ensuite rendu à la Cour constitutionnelle. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. La Cour vous donne l'assurance de son accompagnement de qualité, de son accompagnement de bonne collaboration, de son accompagnement de loyauté et d'acteurs majeurs sur le plan institutionnel. Ce qui est attendu de la Cour constitutionnelle comme contribution au 8e domaine visé par la lettre de cadrage, à savoir la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. Aussi, beaucoup d'autres moyens seront nécessaires pour jouer ce rôle, pour faire comprendre et expliquer aux citoyens, aux acteurs politiques, aux organisations de la société civile et au pouvoir public les compétences de la Cour constitutionnelle et les enjeux de sa mission. La Cour suprême a été la dernière institution à recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, la plus haute juridiction en matière juridique, administrative et des comptes par la voix de son président, s'est dit réconforté par cette visite. Dr Fatou Matera, président de la Cour suprême.
Notre monde d'aujourd'hui n'est plus un monde facile. Chacun justement est conscient. C'est en cela que vous avez justement cet engagement que nous, la Cour suprême en tout cas, sera toujours justement à vos côtés. Bénédiction, accompagnement, soutien et conseil. C'est en rang serré que l'on peut entrevoir la réalisation du Mali courant, un vœu cher à tous les Maliens. Retour sur la session d'ordinaire, si vous voulez, la session ordinaire d'octobre 2024 qui a pris fin ce jeudi avec l'adoption de la loi finance pour l'exercice 2025. Le budget pour 2025 qui se chiffre en prévision de recette budgétaire à plus de 2648 milliards de francs CFA, compte tenu de prévision budgétaire de dépenses de plus de 3229 milliards de francs CFA. C'est un budget bien équilibré malgré qu'il dégage un déficit budgétaire de 3,5%. Le dit budget prend en compte plusieurs programmes des ministères, institutions et organismes assimilés, entre autres. C'est un budget d'action donc qui va prendre d'impact, permettre de mettre l'impact de l'entente des populations pour 2025. Aussi, les membres du CNT ont adopté la loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance pendant l'intercession. Le point avec Ardu Matina. Ils étaient deux membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et celui de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, a assisté à la dernière étape de la session ordinaire d'octobre 2024 du Conseil national de transition. Comme point majeur de cette séance plénière, l'examen de la deuxième partie du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Les différentes commissions qui avaient été saisies pour l'étude au fond du projet de loi des finances à l'unanimité ont adopté les différents points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit des programmes de l'année 2025 des ministères, des institutions et des organismes assimilés. Puis les dépenses des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des dotations ont aussi été validées. Le CNT donne ainsi quitus à la loi des finances pour l'exercice 2025. Aloussène Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ce budget va dégager un déficit budgétaire de 3,5%. Les indicateurs sont bien tournés, c'est un budget bien équilibré. Aujourd'hui, c'était de regarder donc les 3229 milliards 900 millions de dépenses, comment ces dépenses vont s'exécuter, étant donné que nous sommes dans le budget en mode programme depuis 2018. Donc on vient de le dire, il y a 141 programmes dans lesquels on a 97 programmes opérationnels, toutes choses qui démontrent effectivement que nous recherchons l'efficacité. Mohamed Touré, président en charge de la commission des finances du CNT. Une première partie qui traite des conditions générales de l'équilibre budgétaire et la deuxième partie qui traite des programmes, notamment la mise en œuvre des politiques publiques définies par le gouvernement à travers des programmes budgétaires. Le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance a aussi été examiné lors de cette session plénière. Conforme aux dispositions constitutionnelles en vigueur, ce projet de loi qui permet au gouvernement de prendre certaines mesures par ordonnance durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire d'octobre 2024 et l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2025 a également eu un avis favorable chez les parlementaires. Signalons que plusieurs autres projets de loi ont été renvoyés à la prochaine session. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. À l'université de Ségou, le ministre malien établi à l'extérieur et son collègue de l'enseignement supérieur ont animé hier vendredi une conférence sur le thème enjeu actuel de la migration. Les deux ministres ont mis un accent particulier sur les dangers, les enjeux et les alternatives de la migration. Cet espace d'échange s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants, une célébration délocalisée pour la deuxième fois à Ségou. Reportage Fousseni Samake. Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 30 000 personnes sont décédées ou disparues lors de la traversée pour atteindre l'Europe ces 10 dernières années. C'est face à ces chiffres alarmants et autres que le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont initié cette conférence à l'université de Ségou. Le thème retenu est « Enjeux migratoires actuels ». Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le monde universitaire a plus que jamais un rôle important dans la compréhension des questions migratoires d'une part, mais également dans la sensibilisation de la couche juvénile de notre pays à travers les jeunes et les étudiants. Professeur Bourema Kansai, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mobilité étudiante est une composante importante de la migration. Et que sur le sujet de la migration, il y a lieu de faire en sorte qu'il y ait un programme de recherche,
de portée nationale, parce que le Mali est un pays de départ, un pays de transit, mais aussi un pays d'accueil. Les dangers, les enjeux et les alternatives des migrations, les défis économiques et environnementaux sont au centre des échanges. Amidou Mariko, étudiant à l'université de Ségou. En tant que jeunes, nous avons compris que la migration, ça apporte beaucoup au pays, mais ce n'est pas aussi bon de prendre la route de migration irrégulièrement. Il faut prendre la voie que nos pays ont adoptée. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants, une célébration délocalisée pour la deuxième fois à Ségou. Ségou, c'est Samake et Isaba pour l'ORTM. Et retour à Bamako, la division de bulletins quotidiens mensuels et saisonniers d'informations en guise de prévision, telle est la principale mission de l'Agence nationale de la météorologie, et ce qui permet à la population de programmer les activités futures tout en se mettant à l'abri d'éventuelles intempéries comme les inondations qui ont marqué l'hivernage qui vient de s'achever. Cette mission a été rappelée lors de la 24e session ordinaire du conseil d'administration de la structure qui vient de se tenir en son sein. Hivernage 2024, une saison de pluie diluvienne ayant touché près de 112 000 ménages au niveau national. On dénombre plusieurs habitations effondrées, entraînant 92 pertes en vie humaine et 157 blessés. À ces conséquences s'ajoutent des pertes en vie animale et des dégâts matériels importants. Un tableau sombre qui résulte des conditions climatiques jamais égalées ces dernières années, conditions que l'Agence nationale de la météorologie avait pourtant annoncées dans l'unique but de permettre à la population de se préparer en conséquence. Ces informations saillantes ont fait objet de rappel à l'ouverture de la 24e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Damele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Les projections climatiques pour le Sahel annoncent une intensification des phénomènes extrêmes, une variabilité accrue des précipitations et des impacts majeurs sur les ressources en eau, l'agriculture et les écosystèmes. Ces défis appellent à une mobilisation collective et à des réponses stratégiques solides pour renforcer la résilience de nos communautés. Justement, pour renforcer la résilience de la population, le gouvernement a misé grand en renforçant les capacités opérationnelles de Mali Météo sur les plans humains et matériels. À cet égard, l'agence a réalisé d'importants progrès, notamment Dambele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La modernisation des infrastructures météorologiques de base par l'acquisition des stations automatiques d'observation. La diffusion des bulletins quotidiens, mensuels et saisonniers et de communication verbale pour informer les gouvernements. La construction en cours du centre moderne de prévision et de calcul. La mise en place d'une centrale solaire avec un stockage autonome de 400 kWh, assurant les besoins énergétiques de Mali Météo. L'installation des stations de mesure de la pollution de l'air à Sotuba et sur les collines de Badlabougou et de Lassa. Pour ce qui concerne le taux d'exécution des activités inscrites dans le plan d'action, il est estimé à 70,30% contre 52,88% au chapitre des dépenses. Une dynamique qui devra être maintenue, voire renforcée pour permettre aux usagers de disposer des informations fiables, rapides et adaptées à leurs besoins respectifs. L'école de guerre du Mali a tenu hier après-midi la 3e session de son conseil d'administration sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra. Le conseil d'orientation de l'école de guerre du Mali s'est tenu dans l'enceinte de la dite école. Il s'agit à travers ce conseil de faire le point des travaux de l'année écoulée pour la 3e promotion et aussi pour mieux entamer la nouvelle année académique avec la 4e promotion. Cette promotion regroupe donc pour la première fois les auditeurs des pays de l'AIS. Le point avec Abdul Karim Kaba. Comment améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions des auditeurs? Le Conseil examine la question avec l'ensemble des chefs d'état-major, les directeurs des services et les partenaires au Conseil d'orientation de l'école de guerre du Mali. L'état d'exécution des recommandations de la dernière session, le rapport sur le déroulement de la 3e année académique, la présentation des travaux des commissions spécifiques, la contribution des états-majors et les directions des services à l'encadrement des mémoires sont autant de sujets à l'ordre du jour. Général de division Oumar Daou, commandant de l'école de guerre du Mali. Nous avons eu une promotion complète à la 3e, 25 en termes de capacité de l'école, tous admis. 4e promotion, c'est le premier enrichissement de l'école avec l'arrivée de nos frères du Burkina et du Niger. Nous sommes presque certains de pouvoir être très proches de nos objectifs pédagogiques avec la 4e promotion. 4e promotion que nous avons volontairement appelée promotion AES, en ce sens qu'elle regroupe les auditeurs du Mali, du Burkina et du Niger.
L'école de guerre du Mali est la dernière née des institutions militaires au Mali. Et déjà, elle symbolise la montée en puissance des femmes. Général de division Omar Diarra, chef d'état-major général des armées. Le conseil d'orientation vise à fixer les grands axes et les orientations relatives à la politique de la formation au sein de l'école de guerre du Mali. En tant qu'organe de suivi et de contrôle, il donne son avis sur tout ce qui concerne les programmes et l'organisation de l'enseignement et propose des améliorations. Créée en septembre 2021, l'école de guerre du Mali assure une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux cadres civils et paramilitaires dans l'ensemble de leurs responsabilités. A noter que les cours de l'école de guerre du Mali sont sanctionnés par l'obtention de 2 diplômes, à savoir le brevet d'études militaires supérieures de 2e degré et le master en stratégie de défense et de sécurité développement. L'école de maintien de la paix à l'UNBI a abrité hier à son siège un panel sur la sensibilisation des femmes leaders et des jeunes sur les mécanismes de la dénonciation des pratiques corruptives. C'est dans le cadre donc de la 24e édition de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Aliou Ablaye Touré. La corruption est un sujet de préoccupation nationale à cause de la profondeur et de la complexité du phénomène. Elle est au cœur des débats politiques dans les rues, en milieu universitaire, dans les cercles politiques et même dans les palais de justice. Pour lutter contre le phénomène de la corruption, le présent atelier est inscrit dans ce cadre avec comme thème sensibiliser des femmes leaders et des jeunes sur les mécanismes de dénonciation des pratiques de corruption. Mariam Diamasanogo est la présidente de la communauté de pratiques en matière de lutte contre la corruption. Ce thème met en lumière le rôle tellement important de l'implication active des jeunes surtout dans la dynamique de la lutte contre la corruption. Cet espace de débat citoyen qui favorise des échanges interactifs entre les jeunes est soutenu et accompagné par le projet d'appui à la lutte contre la corruption. Dramane Yacouba Diallo est directeur du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. L'implication des jeunes et des femmes dans les mécanismes de dénonciation est une étape cruciale pour bâtir des sociétés justes et équitables. Leur engagement combiné aux efforts des structures de contrôle peut déclencher un véritable changement systémique. Bello Rokia Touré est point focal genre de l'OCLEI. De 2019 à 2023, l'OCLEI a transmis à la justice 29 dossiers de cas présumés d'enrichissement illicite pour un montant présumé de 25 milliards 460 millions. Les intervenants sont unanimes. Les acteurs de la justice et les organisations de la société civile doivent miser sur les leviers de la prévention, de la dénonciation et de la répression. Radio Mali, 13h17. Actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté hier un projet de loi portant amnistie de personnes condamnées dans le cadre du coup d'État manqué de 2015. Les personnes concernées devront reconnaître les faits et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme, selon le ministère de la Justice. Un décret présidentiel désignera les personnes concernées par l'amnistie. Un premier procès avait eu lieu en septembre 2019, dont les jugements en appel se faisaient toujours attendre. En RD Congo, la mission des Nations Unies des casques bleus de l'ONU a été prolongée hier d'1 an. Cette prolongation donc intervient suite à la demande des autorités congolaises dans une lettre adressée au Conseil de sécurité. La crise entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu a poussé le gouvernement congolais à prendre cette décision. Un plan de retrait ordonné devrait être discuté, ce qui permettait donc de rentrer progressivement dans la présence donc de la MONUSCO dans les zones les plus instables. Au Gabon, la nouvelle constitution a été officialisée hier. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a affirmé qu'il ne sera pas candidat et promet de rendre le pouvoir aux civils avec une élection crédible et transparente. Le chef de l'État gabonais insiste sur cette nouvelle constitution qui est scellée par l'armée et nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Toute modification de cette constitution donne le plein droit à l'armée de reprendre le pouvoir. Et puis Madagascar, le camp présidentiel est en tête des Antananarivo dans le cadre des élections municipales selon la commission électorale. Avec 43,24% des voix, Harilala Ramanantosa offre au chef de l'État André Rogelemina donc un succès de plus et son rival Tojo
Arava Lumanana, candidat du team, le premier parti d'opposition, obtient 37,24% des voix, selon la CENI. L'opposition divisée n'est pas parvenue à mobiliser son électorat malgré un contexte socio-économique défavorable au régime. Le sport, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, est encore pointé du doigt pour des enjeux de coulisses à l'approche des élections des membres du prochain comité exécutif de l'instance. Sur le terrain, le CHAN 2024 se disputera donc du 1er au 28 février 2025. Avant cette fête du football local africain, place au deuxième et dernier tour des éliminatoires. Alors, plusieurs groupes, dont le Mali, sont attendus à l'occasion donc du dernier tour des éliminatoires, en tout cas pour composer leurs billets pour la compétition qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le développement avec Famour Durté. Éliminatoire CHAN 2024. Le Mali a rendez-vous avec la Mauritanie ce dimanche 22 décembre pour le compte du match aller du deuxième et dernier tour. Une double confrontation décisive avec à la clé un billet qualificatif pour le prochain championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'équipe A' du Mali s'est envolée hier vendredi dans l'après-midi pour Nouakchott et est arrivée dans la capitale mauritanienne dans la soirée. La rencontre est prévue pour ce 22 décembre à 16h GMT. Ce sera la 4e fois dans l'histoire que le Mali et la Mauritanie se rencontrent lors des qualifications du CHAN. Le vainqueur de cette double confrontation validera son ticket pour la phase finale de la compétition en 2025. Pour ce deuxième tour des qualifications au CHAN 2024 qui a débuté ce vendredi 20 décembre avec la victoire de la Guinée sur la Guinée-Bissau par 4-1, plusieurs sélections seront de sortie, elles qui étaient exemptées du premier tour. Le Sénégal, tenant du titre, va défier le Libéria. Les Lions de la Teranga A' joueront d'abord à l'extérieur ce dimanche 22 décembre avant de recevoir les Lone Stars du Libéria le 27 décembre prochain pour le match retour. La Côte d'Ivoire joue contre le Burkina Faso dans un derby de l'Afrique de l'Ouest. A noter que le Maroc a déjà décroché sa qualification pour la compétition puisque dans la zone Afrique du Nord, l'Algérie, l'Égypte, la Libye et la Tunisie ont toutes déclaré forfait. Il reste donc 15 tickets à distribuer. Déjà marquée par de vives tensions internes, la Confédération africaine de football CAF n'en finit plus de s'entre-déchirer en amont des élections pour les membres du prochain comité exécutif. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, est encore pointé du doigt pour des jeux de coulisses qui favorisaient 2 candidatures sans opposants. Après 2 rapports accablants sur sa gestion et la promesse d'une plainte à son encontre par Souleymane Waberi, le 3e vice-président de la CAF, Véron Mosengo Omba n'en finit plus de faire parler de lui négativement. Il s'était déjà fait porter malade lors de la réunion du comité exécutif le 16 décembre dernier à Marrakech au Maroc. Une maladie qui n'a convaincu personne, surtout avec son voyage en Tanzanie dans les jours ayant suivi ce meeting houleux au cours duquel Waberi l'a accusé de manipuler les commissions permanentes de la CAF. Selon certaines sources, Véron Mosengo Omba serait impliqué avec l'aide de la gouvernance de l'instance dans le choix des candidatures retenues ou non pour être éligible au comité exécutif de la CAF. Par ailleurs, l'instance n'a pas encore communiqué officiellement sur les inéligibilités des uns et des autres. En Espagne, le FC Barcelone reçoit ce samedi à 20h Atlético de Madrid au compte de la 18e journée de la Liga. À égalité de points, 38 chacun, avec un match en moins pour Diego Simeone et ses poulains au classement général, les deux équipes se battront avec toutes leurs armes pour le leadership du championnat. Mais en plus de cet enjeu primordial pour la course au sacre final, Atlético de Madrid sera en déplacement pour un autre but très précis, celui de vaincre le FC Barcelone et briser enfin une malédiction qui dure depuis 2006. Depuis cette date, l'Atlético n'a jamais réussi à s'imposer contre Barcelone à l'extérieur. En 24 matchs disputés durant toute cette période, le bilan est juste catastrophique. Atlético s'est incliné à 16 reprises devant son bourreau pour 8 matchs nuls. Simeone et ses joueurs devront alors sortir le grand jeu pour vaincre leur bourreau et inscrire leur génération dans l'histoire de leur club. Voilà, sur notre sportive, ça c'est ce journal pendant qu'il est 13h passé de 24 minutes. Nous sommes beaucoup dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la commission technique de Abse Taouré, Fousseni Sissoko. Mise en ligne, Badji Touré, réalisation Douratier Diakité et Daman Sanogo. Merci à Bema Sibi pour la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur les antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal international avec Batraoré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un extra moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.